Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Elles veulent jeter le masque. Les grandes foires commerciales, Foire du Valais, Automnale de Genève veulent admettre des milliers de personnes sans masque cet automne, mais avec un contrôle des certificats Covid à l'entrée. Alors sera-t-il réaliste de se rencontrer, trinquer, s'embrasser à nouveau librement comme dans la vie d'avant? On verra ce qu'en pense l'infectiologue Valérie Dacremont. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Le document de ce journal nous révèle l'ampleur de la pollution des sols par l'industrie en Suisse. Le travail de décontamination coûtera des milliards de francs. Les surfaces polluées représentent l'équivalent de la taille du canton de Zug. Les affrontements se poursuivent à Jérusalem entre Palestiniens et Israéliens. La ville n'avait plus connu pareille tension depuis longtemps. Notre reportage à Jérusalem et puis nous appellerons notre correspondant sur place, Stéphane Amar. C'était le 10 mai 1981. François Mitterrand accédait au pouvoir et la France basculait dans une nouvelle ère. Nous reviendrons sur l'héritage complexe et fascinant de l'ancien président et l'angoisse qui avait saisi une certaine bourgeoisie française venue cacher son argent dans les banques genevoises. En ce mois de mai pluvieux, on ne s'interdira pas de rêver de vacances en Méditerranée. Une autre page spéciale en Italie et en Grèce avec Valérie Dupont et Alexia Kefalas nous montrera que les îles grecques ou les Trulli des Pouilles font tout pour accueillir un maximum de touristes. Enfin, nous ferons connaissance avec Nicolas Maury, l'un des acteurs les plus attachants du cinéma français, révélé au grand public par la série 10%. Le passeport Covid doit-il nous permettre littéralement de faire la foire? C'est ce qu'exigent en tout cas les grands événements commerciaux de Suisse, Foire du Valais, Automnale de Genève et d'autres veulent que leurs milliers de visiteurs puissent déambuler sans masque à l'intérieur cet automne, à condition d'avoir sur soi un certificat sanitaire. Romain Boisset, Clémence von Lanten, Hélène Joachim. Tomber le masque après avoir présenté un certificat d'immunité et puis se retrouver sans aucune restriction sanitaire. Pour cet automne, les organisateurs de la Foire du Valais imaginent une 61e édition comme avant. On nous demande de réserver au fait, l'accès aux personnes guéries, testées ou vaccinées. Et ensuite, on donne encore beaucoup plus de contraintes à l'intérieur de l'enceinte. Et pour nous, il n'y a pas de sens. Et effectivement, la Foire du Valais, avec ses 240 000 personnes, ne pourrait pas avoir lieu dans ces conditions-là. Des foires sans règles ni limites, c'est aussi la volonté de la fêtière de la branche. Mais la proposition est loin de coller aux critères proposés par le Conseil fédéral. L'ordonnance mise en consultation prévoit d'autoriser dès le 1er septembre les grandes manifestations jusqu'à 10 000 personnes. L'accès se ferait sur présentation d'un certificat d'immunité. Pour autant, masques et distanciation resteraient de mise. Des mesures difficilement compatibles avec l'esprit d'une foire commerciale. Notre activité est vraiment différente. Donc nous militons pour finalement des mesures sanitaires qui tiennent compte des spécificités de notre activité et qui ne soient pas cumulatives les unes par rapport aux autres. Interrogé, l'OFSP n'a pas souhaité prendre position. Si les autorités semblent vouloir faire preuve de prudence, les organisateurs d'événements affichent leur optimisme. On n'a quand même plus la même situation comme il y a une année. On a le vaccin qui est là. Ce qu'on demanderait, c'est d'être flexible maintenant, c'est-à-dire rapide, parce que la situation peut évoluer dans le bon sens maintenant et de ne pas peut-être laisser des semaines et des mois passer. On demande à avoir un petit peu plus de certitude avant de condamner tout simplement ces foires alors qu'on va sur un certificat sanitaire. Cantons et professionnels du secteur avaient jusqu'à ce soir pour communiquer leur prise de position au Conseil fédéral désormais de trancher le 26 mai prochain. Bonsoir Valérie Dacremont. Bonsoir. Qu'en dit l'infectiologue que vous êtes du complexe, au fond, de dire on est strict à l'entrée, passeport vaccinal, puis dedans on fait un peu ce qu'on veut, comme en 40, on se libère? Je comprends qu'on ait envie de faire la foire, mais je pense que c'est pas une bonne idée d'avoir des lieux où tout à coup tout serait permis et à l'extérieur tout est différent avec une sorte de filtre à l'entrée. De deux choses l'une, soit au moment de ces foires, eh bien, on est arrivé dans une phase où on peut commencer à lever les mesures parce que les gens sont bien vaccinés, ou alors c'est encore trop tôt, on a besoin encore des masques et des distanciations parce qu'on n'en est pas encore arrivé là. Donc le message principal, c'est vaccinons-nous au maximum, y compris les femmes enceintes et les enfants dès que possible. Mais si je vous suis bien, au fond, le certificat vaccinal dont on parle beaucoup en ce moment, il ne sert à rien.
Alors il est nécessaire sur le plan international parce que c'est normal que des pays veulent pas que le virus rentre chez eux, en particulier des pays qui n'ont pas accès à la vaccination comme nous on a la chance d'avoir. Donc c'est normal que ces pays veuillent se protéger. Donc pour voyager, on est obligé de s'aligner et d'avoir ce certificat. La décision de l'utiliser à l'intérieur du pays est tout autre chose. Vous êtes contre ? Personnellement, je suis plutôt contre. On a eu un séminaire pluridisciplinaire qui a été organisé par Unisanté à Lausanne et la plupart des experts convoqués ont mentionné qu'il y avait encore des gros problèmes juridiques, éthiques et même scientifiques à une telle utilisation à l'intérieur du pays. C'est rare d'entendre ça de la part d'une médecin, d'une scientifique, Valérie Dacremont, parce que l'OFSP est entrée dans la direction d'appliquer ce certificat. Il y a très peu de débats là autour, au fond. Exactement, je pense que ça c'est un gros problème, c'est vraiment un sujet qui doit être débattu avec la population et il me semble que ça ne l'a pas beaucoup été, que les gens puissent se positionner. Il y a vraiment un choix à faire où à partir du moment où il y a suffisamment de gens vaccinés, que le virus ne circule plus, ne met plus les gens à risque, est-ce vraiment nécessaire de continuer à faire des choses si compliquées ? Le risque c'est qu'on ne puisse jamais retrouver la vie d'avant, plus de masques, plus de distanciation sociale parce qu'on n'aura jamais l'immunité qu'il faut au niveau de la population. Alors je crois que la stratégie du Conseil fédéral est claire avec ces 3 phases. À partir du moment où tous les gens qui en ont envie ont accès au vaccin, y compris les enfants, eh bien je crois que ça devient plus un problème de responsabilité individuelle où les personnes qui n'ont pas envie de se vacciner, ce que je peux tout à fait comprendre, eh bien effectivement choisissent d'avoir un petit risque comme c'est le cas pour d'autres vaccins et d'autres maladies infectieuses. Merci beaucoup Valérie Dacremont. Merci. Elle est la femme politique du jour en Suisse. C'est elle qui fait basculer à droite le gouvernement neuchâtelois. La PLR, Christelle Graff, a 35 ans. Elle est nouvelle venue en politique. Mais elle a été élue hier conseillère d'État du canton de Neuchâtel. Théo Jeannet nous dresse son portrait. C'est elle, la surprise de ce dimanche. On me dit que ma vie va changer. Pour l'instant, j'ai encore pas de recul, mais c'est vrai que c'est un beau challenge, en tout cas, quoi qu'il en soit. Christelle Graff, 35 ans, le public la découvre l'automne dernier. Elle fait alors ses tout premiers pas en politique, une campagne pour les communales à La Chaux-de-Fonds. Sa victoire hier n'étonne pas son colistier d'alors. On ne pensait pas encore que les Verts allaient se noyer dans leur vague, mais qu'elle fasse une belle carrière politique, ça certainement. Dans le monde politique, on a des grands parleurs et on a des bosseurs. Et là, on a vraiment affaire à une bosseuse. C'est mon mot d'ordre un peu de dire maintenant allons-y. Travail. Il n'y a pas une petite addiction là derrière ? Ou alors certains de mes amis vous le diront qu'effectivement peut-être qu'il y a une petite addiction au travail. Mais du coup, je pense qu'il y a pire comme addiction. Après 2 ans et demi comme juriste à l'État de Vaud, elle fonde sa société de surveillance financière. Cet après-midi, il y a un média qui vient, si jamais. Elle a maintenant 2 semaines pour quitter son poste de directrice. Christelle Graff sera conseillère d'État avec un profil très à droite. Elle se dit prête à la collégialité. Je crois qu'il faut aussi relativiser les profils Smart Vote parce que les questions sont politiquement déjà très dirigées. En pouvant mettre des nuances aux questions, j'arrive à me recentrer largement. Mais la gauche, perdante hier, reste méfiante. Je ne crois pas qu'avec l'élu PLR, Madame Graff, la cause des femmes va avancer dans le canton de Neuchâtel. Aujourd'hui, on a une femme de droite et une femme de gauche au gouvernement. Puis je pense sincèrement que c'est une complémentarité qui va pouvoir faire avancer aussi les dossiers. Celle qui a déjoué tous les pronostics prendra ses fonctions au sein du nouveau gouvernement neuchâtelois le 25 mai prochain. À l'étranger, à Jérusalem, l'AFP annonce à l'instant qu'un incendie s'est déclaré sur l'esplanade des mosquées. La ville de Jérusalem s'embrase depuis quelques jours. Des émeutes opposent les jeunes Palestiniens aux policiers et aux colons israéliens. La journée était particulièrement tendue aujourd'hui en cet anniversaire de la conquête de Jérusalem-Est par Israël en 1967. Le reportage de notre correspondant sur place, Stéphane Hamar. Plus d'un jour désormais sans que ne s'embrase l'esplanade des mosquées. Jets de pierre contre gaz lacrymogène. Les affrontements ont déjà fait plusieurs centaines de blessés chez les Palestiniens. Ce matin, un Israélien a failli être lynché dans sa voiture avant que la police intervienne. Les forces de l'ordre ont bouclé les entrées de la vieille ville côté arabe. Les jeunes Palestiniens refoulés, pris sur le trottoir. C'est la maison de Dieu, c'est là que notre prophète est venu. Ils essayent de creuser sous la mosquée Al-Aqsa pour prouver que leur temple était ici, mais ils n'ont pas réussi.
Pour une fois, la flambée de violence n'a pas débuté sur l'esplanade, mais à quelques centaines de mètres de là, dans ce quartier de Jérusalem-Est, Cher Jara. Les nationalistes juifs y achètent des maisons et vivent au cœur de la population palestinienne. Dans cette maison, il y a 6 familles, alors qu'avant, 7 familles palestiniennes vivaient ici. Ils leur ont volé leur maison. Et ils ont aussi une autre maison là-haut. Ils veulent nous sortir de nos maisons, ils veulent que nous partions d'ici. Mais nous resterons. Cette terre nous appartient. Les Palestiniens contestent les titres de propriété des Israéliens et refusent de quitter les maisons. La Cour suprême doit trancher, mais elle a reporté son jugement pour calmer les esprits. Cet après-midi, nationalistes israéliens et militants pro-palestiniens se sont défiés dans le quartier. C'est chez nous ici, ces maisons appartiennent à des juifs. La police a dû forcer le passage pour permettre à ces députés d'extrême droite d'entrer chez une famille juive qui leur a raconté son quotidien. Je ne sais pas comment cette fenêtre a tenu, mais ils nous jettent sans arrêt des canettes, des bouteilles, des pierres et même des chaises. Tout ce que vous pouvez imaginer. Malgré cette hostilité, des milliers de familles juives s'installent dans les quartiers arabes de Jérusalem. Une colonisation urbaine soutenue par le gouvernement israélien. Stéphane Amar, vous êtes à Jérusalem, c'est là qu'ont commencé les grandes émeutes, les soulèvements, l'intifada. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce qui est en train de se passer est un palier de plus, un nouveau soulèvement d'ampleur ? Alors je vous répondrai en 2 temps. Bien sûr que ces images rappellent l'intifada de 2000, elles rappellent aussi ce qui s'est passé en 2017 au moment du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Ce sont des tensions extrêmement vives qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Et puis il y a eu aussi, et je dirais surtout, cette alerte qui a retenti à Jérusalem il y a 2 heures parce que le Hamas a tiré des missiles qui sont arrivés dans la banlieue de Jérusalem. C'est tout à fait exceptionnel, ça n'était pas arrivé depuis 2014. Cela dit, il faut relativiser. Dès les premiers jours de l'intifada, en 2000, il y avait déjà des dizaines de morts. Il y avait aussi plusieurs morts lors des affrontements de 2017 à la frontière entre Gaza et Israël. Cette fois-ci, ce sont pour l'instant essentiellement des blessés légers, même si Israël visiblement a tué un membre du Hamas à Gaza. On reste dans quelque chose de maîtrisé. Il n'est pas sûr ce soir que la situation dégénère. Merci beaucoup Stéphane. C'était le 10 mai 1981. 40 ans après, on peine à se représenter l'impact en France de l'élection de François Mitterrand. La gauche accédait enfin au pouvoir et le pays se préparait à vivre sous la présidence d'une des figures politiques les plus fascinantes qui alliait le charisme et une redoutable habileté politique. Olivier Aspitart et Anne Fournier. Le doute a prévalu jusqu'à la dernière seconde. Un front difficile à distinguer de celui de Valéry Giscard d'Estaing. Mais c'est bien François Mitterrand qui, le 10 mai 1981, devient premier président socialiste de la Ve République. L'euphorie à gauche jusqu'à la place de la Bastille. Ce militant rocardien de conviction y était avec sa fille de 10 mois. Même quand on n'était pas dans l'illusion, c'était extraordinaire, on avait gagné. On a gagné, quoi. C'est à peu près comme quand on est champion du monde. L'aventure commence, ce sera 14 ans de règne, le plus long, avec des empreintes fortes, l'abolition de la peine de mort, la place de la culture ou encore son élan européen. Mais aussi un chômage qui prend l'ascenseur et le culte d'une image de monarque avec ses zones d'ombre, ses amitiés pétainistes, sa double famille. Il a nourri les plus grandes attentes, il laisse aussi des désillusions. Cet exercice du pouvoir-là, de Mitterrand avec ses amis proches, ses coteries... Voilà. Et puis cet accompagnement de l'affairisme, mais c'est l'époque aussi de la financiarisation de l'économie. Donc on ne fait pas le socialisme dans un seul pays. 40 ans plus tard, à une année de la présidentielle, ce temps de gloire du Parti socialiste semble bien loin. Envoler l'union qui, même brève, a beaucoup reposé sur la personnalité du candidat Mitterrand, se souvient cet ancien cadre. Il y avait cette union de la gauche qui paraît... très étrange quand on regarde la gauche française aujourd'hui, évidemment. Et donc, c'était la victoire de la gauche avec un homme qui avait eu la vision stratégique et tactique de ce qu'il fallait pour amener la gauche au pouvoir dans un pays qui, disons, sociologiquement, historiquement, culturellement, n'est pas un pays de gauche. En 1981, cette gauche voulait changer la vie, des perspectives, un espoir, peut-être relégué au rang de souvenir.
Le slogan de François Mitterrand, la force tranquille, devait aussi rassurer les Français fortunés qui craignaient les hausses d'impôts, voire parfois même une révolution communiste. Certains étaient allés jusqu'à cacher discrètement leur argent en Suisse. Douaniers et avocats en ont gardé le souvenir. C'est le reportage de notre consoeur de France 3 Alpes, Ingrid Pernet-Duparc, avec Tristan Dessert. Le 10 mai 1981, pendant que certains Français fêtent la victoire de la gauche, d'autres redoutent l'arrivée des chars soviétiques. Ou plus simplement, les hausses d'impôts et la chute du franc. Commence alors la grande évasion pour les lingots et les liasses de billets. Et quelle meilleure destination que la Suisse voisine, si accueillante avec ses coffres bien gardés et son secret bancaire. Dès le 11 mai, Maurice Simon reçoit des consignes. Douanier au poste frontière de Moelle-Sula, il est en première ligne pour empêcher la fuite des capitaux. Il y avait un carnet d'échange nous ne pouvions pas exporter plus de 2000 francs, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 300 € aujourd'hui, par an. Du coup, les moyens qui ont été utilisés pour pouvoir exporter des sommes vers l'étranger ont été extrêmement variés. C'est l'imagination au pouvoir. On planque le magot dans les essieux des voitures ou dans les meules de fromage. À Genève, banquiers et avocats se frottent les mains. Le contrôle des changes, nous, on ne connaît pas. Si des gens honorables viennent déposer de l'argent chez nous, on tâche de le gérer le mieux possible. Pour beaucoup d'avocats, c'était une source de revenus particulièrement intéressante. C'était aussi une source de revenus intéressante pour les banques, parce que le côté secret bancaire faisait aussi que même si vous faisiez une gestion catastrophique avec des résultats même négatifs, le client il va pas se plaindre parce que c'est pas du déclaré, n'est-ce pas? Combien de francs français ont ainsi atterri dans les coffres des banques suisses? Pudiques, les autorités françaises n'ont jamais communiqué d'évaluation. On va ouvrir tout de suite une page méditerranéenne dans ce journal. Quelques mois avant les vacances d'été, qui sont un enjeu économique existentiel pour l'Europe du Sud. En Grèce, on s'organise pour accueillir un maximum de touristes malgré le Covid. Les quarantaines sont supprimées à l'entrée du pays. Une campagne de vaccination massive a été instaurée. Reportage Alexia Kefalas. Située à moins d'une heure d'Athènes, Égine est l'une des îles les plus visitées de Grèce. Prisée pour son cadre authentique et ses pistaches fraîches, elle fait aussi partie des 68 îles affichant 0 cas de Covid et une population à moitié vaccinée. Une image importante pour le tourisme qui représente 82% de son économie, car confinement oblige, l'île tourne au ralenti en ce moment. Cette cafétéria est l'une des plus populaires d'Égine. En temps normal, il est difficile d'y trouver une table. Oui, c'est vide. Vous savez, en Grèce, le premier pilier de l'économie, c'est la marine marchande. Juste après, c'est le tourisme. Et ici, à Égine, c'est vital. L'image est presque identique sur les plages ou sur le site archéologique de l'île, le temple sacré d'Aphéa et ses colonnes doriques. Dans les ruelles quasi désertes, l'espoir renaît pourtant et chacun s'apprête. Pour Yannis Zorbas, le maire de l'île, il n'y a pas d'autre choix. Vous savez, nous avons vécu 10 années de crise, de récession et d'austérité, avec des coupes sévères qui ont laissé des séquelles. Et au moment où nous commencions à sortir la tête de l'eau, la pandémie est arrivée et a tout gelé. C'était un coup dur. Le défi est donc de vacciner tous les habitants de cette île prioritaire pour mieux recevoir les touristes. Les autorités appellent cette opération Eleftheria, liberté en grec. Ceux qui étaient réticents ont vite changé d'avis parce que le tourisme, c'est 80% de l'activité. On vaccine les majeurs et même ceux qui ont des maisons secondaires. Le capitaine Nikos a déjà reçu ses 2 injections et a retrouvé le sourire. Après tant de mois sans rien vendre, on est content que les tavernes soient rouvertes. Ça motive pour se réveiller à 3h du matin et ramener du poisson frais. À quelques jours du lancement de la saison touristique, les habitants d'Égine, comme la majorité des Grecs, affirment être prêts à recevoir un maximum de visiteurs et espèrent ainsi sauver leur saison estivale. Et comme il n'est pas impossible qu'on ait donné quelques envies de Méditerranée, on va voir ce qui est exigé des touristes pour s'y rendre. Avec vous, Alexia Kefalas, c'était votre reportage en Grèce. Et puis Valérie Dupont en Italie. Alors d'abord,
Alexia, dites-nous concrètement comment ça se passe si nous prenons l'idée de quitter notre pluvieuse contrée pour nous rendre en Grèce en vacances. Mais écoutez, c'est très simple. Dans tous les aéroports de Grèce est en train d'être installée une file prioritaire pour les vacciner, mais elle sera fonctionnelle à terme. Pour le moment, eh bien, tout le monde est placé au même régime. Vaccinés comme non vaccinés doivent fournir 2 documents. D'abord, un test PCR négatif de moins de 72 heures, mais aussi soumettre un questionnaire. Donc, ça s'appelle un document PLF. Il faut remplir ce questionnaire jusqu'à 24 heures avant son départ pour la Grèce, de manière à recevoir un code barre sur son téléphone et le présenter lors de l'embarquement, mais aussi à l'arrivée. Une fois ces 2 documents en poche, le test donc et le PLF, eh bien, tous les visiteurs pourront s'évader, circuler librement sur les îles comme le continent en toute liberté. Merci Alexia. À vous, Valérie Dupont, c'est l'Italie, une autre destination méditerranéenne prisée par les Suisses. Et dès ce samedi, les frontières italiennes s'ouvrent pour les voisins du Nord. En effet, si les Suisses veulent se ressourcer dans les campagnes italiennes, il paraît que c'est tendance. Eh bien, c'est facile. Apparemment, c'est un peu la course avec la Grèce ici, parce que le gouvernement a levé totalement la quarantaine à partir de samedi. Donc, pour les Suisses, il suffit de passer la frontière avec soit un test qui a été réalisé dans les 48 heures, soit la preuve qu'ils ont été vaccinés ou tout simplement guéris du Covid. Apparemment, il n'y aura pas vraiment de contrôle, des contrôles sporadiques dans les aéroports et dans les gares. Des contrôles, il suffira de présenter ces documents. Le gouvernement considère que c'est un risque contrôlé pour relancer le tourisme qui est vital ici dans la péninsule. Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Alexia. Valérie, en Italie, on va voir votre reportage dans le sud du pays, dans les Pouilles et leurs fameux trulli. On va voir que dans toute l'Italie, les locations de maisons de vacances avec piscine sont en forte augmentation. Perdu au milieu de la campagne pouliaise, loin de l'épidémie, c'est ce que recherchent apparemment les touristes pour cet été. Ce couple loue son trullo, cette maison typique des Pouilles, principalement aux touristes étrangers. Et si l'été dernier, les Anglais et les Américains ne sont pas venus, les choses commencent à bouger. Les vaccins, après tous les infos qu'on a reçus de l'Amérique et de l'Angleterre, tout de suite, on a eu des réservations. Nicolas gère une agence de location de trulli sur Internet. 70% de ses clients proviennent d'Europe du Nord. Elle fait le tour des habitations pour lancer la saison qui s'annonce meilleure que prévu. Ils seront vraiment heureux ici car ils veulent tous une semaine de calme et de tranquillité. Car après l'appel lancé par Mario Draghi pour inciter les Européens à réserver leurs vacances en Italie sans quarantaine, les touristes se sont précipités sur leur téléphone. Oui, effectivement, car ces derniers jours, nous avons reçu de nombreuses demandes d'étrangers. Ils me demandent quand même s'ils ne doivent pas faire la quarantaine. Et puis l'autre question qui les tracasse concerne nos politiques d'annulation et les remboursements, si jamais. À Monopoly, dans cette agence spécialisée dans la location de villas de luxe, on confirme que les mois de juillet et août sont déjà complets, car l'épidémie pousse le marché et les prix aussi. Il y a une vraie demande et donc les prix d'une villa de taille moyenne pour une famille de 4 personnes en location vont de 2 500 à 3 500 € pour une semaine. Dans les rues typiques d'Alberobello, seule Maria, 80 ans, ouvre encore son magasin. Elle espère le retour des touristes non européens, les Russes et les Japonais, ceux qui achètent surtout ces sifflets porte-bonheur. Et quel est votre souhait? J'ai fait le vœu que les touristes reviennent rapidement. Un souhait vital, car dans les Pouilles, le tourisme représente près de 15 milliards de l'économie locale. Retour en Suisse maintenant avec le document de ce journal qui nous révèle l'ampleur de la pollution des sols par l'industrie. La Suisse prévoit 5 milliards de francs pour financer l'assainissement des zones polluées les plus urgentes. Mais les travaux pèsent lourd dans les budgets des cantons. Reportage dans le Jura, Benoît Grand-Clément et Serge Myria. Au cœur de la joie, une zone interdite au public. Des ruines, les vestiges d'un passé industriel glorieux mais sale. L'usine Onivia fabriquait des boîtes de montres. Ici, sous la terre, on entreposait des produits chimiques pour le traitement des pièces. On ne se rend pas compte depuis l'extérieur la taille et l'ampleur de ces corps. Un décor de fin du monde où le canton du Jura a mené l'enquête pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, à constat, le site est pollué. Le Jura va débourser plus de 3 millions de francs pour l'assainir.
On trouve sous nos pieds en fait plus d'une centaine de kilos de solvants chlorés et ces solvants chlorés qui sont piégés dans les matériaux impactent la qualité des eaux souterraines et doivent donc être assainis. Dans le cas présent, comme cette pollution se trouve entre 0 et 4 mètres de profondeur, ça sera un assainissement dit par excavation. Et du travail, il y en a partout en Suisse. Si l'on rassemblait toutes les zones polluées, elles feraient l'équivalent de la superficie du canton de Zug, soit près de 239 km². Une tâche si colossale qu'il a fallu mettre des priorités. Sur ces 38 000 sites, seuls 4 000 seront assainis. L'Office de l'environnement a mis en place une urgence pour protéger en fait l'environnement et assainir les sites pollués qui impactent le plus, si on veut, les biens à protéger, qui sont la plupart du temps les eaux souterraines. Une priorité pour des questions de coût aussi, car lorsque le pollueur disparaît, l'assainissement est à la charge des collectivités publiques. À cause de son histoire horlogère, le Jura est le canton le plus touché. Un passé qui coûte cher aujourd'hui. Le ministre doit mettre 24 millions de francs sur la table. C'est trop. Nous avons effectivement des attentes au niveau de la Confédération pour que le financement soit augmenté, et ce qui permettra aussi d'accélérer la décontamination de ces sites contaminés dans le Jura. Au plus vite, car l'objectif est fixé à 2040 pour dépolluer tous les sites en Suisse. Un calendrier ambitieux pour le Jura. Nous retrouvons cette conseillère aux États sur un autre site à assainir. Elle a interpellé le Conseil fédéral pour soulager les cantons. L'idée, augmenter les subventions fédérales de 40 à 60%. C'est bien, quand on parle d'environnement, de se fixer les échéances, mais c'est encore plus important politiquement ensuite de donner les moyens d'atteindre les objectifs fixés dans les dites échéances. Une consultation entre les cantons et la Confédération débutera au mois de juin pour assurer un avenir plus propre aux générations futures. À Port-Rentruy, il faudra encore attendre près de 15 ans pour dépolluer tous les foyers de contamination. Il a été révélé par la série 10%. L'acteur français Nicolas Maury présente aujourd'hui son premier long métrage en tant que réalisateur, Garçon chiffon. Le film sort cette semaine en salle en Suisse romande et Julie Evard a beaucoup aimé. Pour la plupart, Nicolas Maury, c'est lui. Hervé, l'assistant d'agent attachant et exubérant de la série 10%. Vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dans vos vieux schémas hétéroconservateurs, Ramzi. Vous pouvez aussi être du côté de la paix, du progrès, de l'épanouissement des êtres humains. Et Hervé, c'est un personnage qui a été compris. J'en suis très, très, très heureux. J'ai eu des messages de jeunes garçons qui m'ont témoigné que, par exemple, leur père avait commencé à mettre le sujet en disant « arrête de faire ton Hervé ». Et donc, c'était comme le début presque d'une relation de compréhension. Et moi, si mes personnages arrivent à débloquer des tabous, là, pour moi, j'ai vraiment fait mon travail d'artiste. Et son travail d'artiste est immense. Nicolas Maury traverse le cinéma français depuis une vingtaine d'années. Il y a les films de Yann Gonzalez, Riyad Satouf, Patrice Chéreau, Philippe Garrel ou encore ceux de Michael Bourg, pour ne citer que. Aujourd'hui, il revient avec Garçon chiffon, son premier long métrage en tant que réalisateur. Tu me fais le speech? Le pitch. Il y joue Jérémy, un jeune comédien jaloux, mélancolique et en galère. Un film qui n'est pas autobiographique mais réparateur. Pour réparer peut-être un sentiment d'intranquillité qu'on a en soi. On croit qu'on hérite de ses parents des meubles, des pierres, des lieux. Parfois, on hérite aussi des mensonges, des non-dits. Et j'ai voulu un peu mettre ça sans règlement de compte, parce que c'est pas du tout mon cinéma, mais de façon... je trouve que les fictions, moi, réparent plus que n'importe quelle autre chose. Merci pour tous mes mères, vos sœurs. Parfois, je me sens comme un trognon sur le compost qui attend juste d'être biodégradé. Mais parfois, quand même, qu'est-ce que tu peux dire comme connerie ? Les Suissesses sont décidément les meilleures. En curling, l'équipe de Suisse féminine a été couronnée hier championne du monde face à la Russie pour la 8e fois de son histoire. La formation du Curling Club d'Aarau conserve son titre remporté il y a 2 ans. Elle représentera bien sûr la Suisse aux prochains Jeux olympiques d'hiver à Pékin en février prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Laetitia Ribeiro et puis TTC qui nous dira que la Suisse est un géant mondial du café. Elle en exporte davantage que le fromage ou le chocolat. Excellente soirée, à demain.
Suivez l'information en continu sur RTS Info. Communiqué de police. Le jeune Bernardo a disparu de son domicile au Noirmont depuis le vendredi 7 mai vers midi. Bernardo est âgé de 17 ans, mesure 170 cm et est de corpulence mince. Ses cheveux sont noirs et ondulés. Au moment de sa disparition, il était probablement vêtu d'un pantalon de jogging noir et d'un t-shirt gris. Il parle anglais, français et espagnol. Toute personne ayant aperçu Bernardo ou ayant des informations concernant sa disparition sont priées de contacter la police cantonale jurassienne au 032 420 65 65 ou le poste de police le plus proche. D'avance, nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. Ce soir sur RTS 1. Dans TTC, les Suisses sont les rois du café. Pendant ces 30 ans, on a développé un savoir-faire unique en Suisse. Upgrade, un thriller de science-fiction efficace sur le mode de la vengeance. Et une thérapie familiale risquée dans Succession. Votre famille me touche. Ah oui, vous aussi. Merci. Sur RTS 2, la Wupper, une rivière ressuscitée. C'est l'histoire d'une petite rivière allemande aux airs d'Amazon. Hubert Benisseur de la BAT reprend du service dans OSS 117, Rio ne répond plus. Et dans Géopolitis, guerre en Ukraine, que cherche Poutine? Passez un bon moment avec la RTS. Combien vaut mon bien immobilier? De Genève à Zurich, de Lugano à Davos, estimez gratuitement et en quelques clics un bien immobilier. Pour en connaître la juste valeur, le vendre ou l'acheter. Immobilier, Real Advisor. Cette semaine, en action chez Denner. Coup de porc XXL à moitié prix. Luis Felipe Edward Carmener Gran Reserva à moitié prix. Bière Fetch le Sienne, moins 42%. Denner.